Donald Trump pourrait rencontrer Vladimir Poutine dès la semaine prochaine. Je vais répéter, Donald Trump pourrait rencontrer Vladimir Poutine dès la semaine prochaine. Et ces deux hommes rencontreraient ensuite Volodymyr Zelensky, une réunion à 3. Voilà ce que l'on apprend ce soir. Selon CNN, Donald Trump serait ouvert à une rencontre à la fois avec Poutine et avec Zelensky. Si tout cela venait à être confirmé, pour l'instant ce sont des fuites de presse comme l'on dit, ce serait évidemment un développement majeur. Pourquoi ? Je crois que ce n'est plus seulement les fuites de presse, parce que je viens de lire que Caroline Leavitt, donc la porte-parole de la Maison-Blanche, l'a confirmé. Voilà, ça va vite, très vite ce soir. Ça va très très vite. Et donc ce sera un développement majeur, parce que bien évidemment, la rencontre entre les trois personnes, c'est la rencontre durant laquelle il peut y avoir des vraies décisions. Surtout que, je vous rappelle que les Ukrainiens disent, de toute façon, sans que Zelensky rencontre Poutine, rien ne peut se décider. Parce que c'est pas Medinsky, c'est pas les sous-fifres de Poutine qui vont décider quoi que ce soit. En fait, on parle de cette rencontre dès le début. Déjà, Donald Trump, il a annoncé à plusieurs reprises, elle n'a pas eu lieu. Sauf que ce soir, Sergueï, on a un calendrier. C'est peut-être ce qui change. Oui, bon, enfin, on est habitué aussi à un calendrier de Trump. Il a donné 2 semaines à Poutine par-ci, 3 semaines à Poutine par-là. La différence entre un pessimiste et un optimiste. Voilà ce qui se passe sur ce plateau. Non, je suis prudent. Tout simplement, avec Trump, je préfère être prudent parce que ce qu'il annonce, déjà, pour le moment, c'est pas lui qui a annoncé. Même si Caroline Leavitt, si elle annonce quelque chose, ça veut dire que ça a été confirmé par Trump. Mais attendons de sa bouche. Et puis confirmation, parce que déjà, il y a quelques sources de la Maison-Blanche qui disent, même si c'est annoncé, et c'est Madame l'ambassadrice qui pourra nous confirmer, ce n'est pas facile d'organiser une rencontre ça en une semaine. Évidemment, ça c'est la question que je me suis posée tout de suite quand j'ai lu que cette rencontre pourrait avoir lieu dans une semaine, c'est comment on organise une rencontre entre deux chefs d'État, entre le président des États-Unis et le président de Russie, entre ces deux hommes, aussi rapidement. Est-ce que ça vous paraît possible ? Enfin, tout est possible, vous allez me dire. Probable. Non, mais tout est possible. Une semaine, ça donne le temps, effectivement, d'organiser une rencontre. Après, ça dépend de la disponibilité des uns et des autres. Mais Vladimir Poutine ne voyage pas beaucoup. Et puis, Zelensky, c'est son sujet. Donc, il sera disponible. Et Donald Trump est supposé être plus ou moins en vacances et il est disponible. Effectivement, pour cela, pour lui, c'est une priorité. Il veut un accord. Alors, certains ont dit, il va abandonner, dire c'est aux Européens de s'en occuper, c'est pas ma guerre, c'est celle de Biden, etc. Mais il veut cet accord parce qu'il l'a promis à ses électeurs et parce qu'il a toujours en tête d'avoir le prix Nobel. Donc, ça peut tout à fait s'organiser. Vous avez des gens qui s'occupent essentiellement de l'organisation des réunions. Après, il faut savoir où ça se tiendra. Est-ce que ça sera à Istanbul ? Est-ce que ça sera dans sauf erreur de ma part, il y a un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Donc, oui, je ne sais pas s'il peut se... Non, bien sûr. La Turquie n'est pas signataire, les États-Unis ne sont pas signataires. Les voyages sont peut-être un peu plus compliqués pour lui que pour Donald Trump. C'est un peu compliqué, mais au Proche-Orient, l'Arabie Saoudite... il y a plein de problèmes, il y a plein de pays... Il y a plein d'endroits. Parce qu'ils ne l'arrêteront pas de toute façon. Personne n'arrêtera Poutine. La Mongolie est signataire de la parité. Ce serait un moment de télévision, pour dire les choses très simplement. Vincent, je vais vous poser une question toute simple, en fait, finalement. Est-ce que vous avez... Tout cela, ça date d'il y a quelques minutes à peine. Voilà, on a appris ça il y a une grosse demi-heure environ. Est-ce que vous avez été surpris ? Honnêtement, oui, mais j'applique le principe du scepticisme méthodologique. C'est-à-dire que, à mon sens, à l'instant où nous échangeons sur ce plateau, il n'y a aucune certitude. Et c'est bien de le rappeler, aucune confirmation. Ni sur le fait que ces réunions auront lieu. Je dis bien ces réunions parce qu'il s'agit d'un enchaînement. Il y a une chorégraphie qui est déjà dessinée, ni quand. Et la question du où est essentielle. Elle n'est pas fortuite, elle n'est pas que logistique, elle est aussi symbolique. Et c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à miser quelques copecs sur l'option Istanbul. Washington, c'est évidemment exclu. Moscou, encore plus. Il pourrait y avoir des formules alternatives. Kiev, certainement pas. Bien sûr que non. Pourquoi pas, effectivement, Riyad, Jeddah, donc Arabie Saoudite. Doha,
ça me paraît trop focalisé sur les enjeux proche-orientaux pour être le lieu retenu. Mais déjà, la question du où est très importante. Et puis, vous savez, pourquoi je suis circonspect ? Parce que, à l'instant où nous parlons, nous ne savons pas quelles lignes ont bougé. Si des lignes ont bougé de manière significative lors de l'entretien entre Witkoff, donc l'émissaire de Donald Trump, et ensuite Poutine, d'autant que Witkoff, jusqu'alors, je crois que c'était leur 4e rencontre, ou 5e, donc il y en a eu 4 au préalable, n'avait pas fait preuve d'une fermeté d'âme admirable. Il était même, semble-t-il, fasciné par le personnage Poutine, rayonnant de fierté, voire d'orgueil, de fréquenter de si près un homme aussi admirable, je l'ironise à peine. Donc, on explique dans la presse américaine que Witkoff a été dûment briefé. En gros, il a eu une leçon, la Russie pour les nuls, en accéléré, où des experts qui connaissent un peu mieux le dossier que lui, mais il y en a peu qui le connaissent plus mal, lui ont donné des repères de fermeté, en lui disant, voilà, là, il ne faut pas lâcher, là, il faut envoyer ce signal, là, il faut envoyer ce message. Mais encore une fois, tout ça me laisse un peu perplexe. Et puis un dernier point, je m'arrêterai là. Je me demande si, vu de la Maison-Blanche, il ne s'agit pas aussi de créer un effet de souffle pour balayer l'échec de l'ultimatum. Parce que quand même, l'ultimatum, bon, on en parle... On va en parler. Oui. Faites-moi confiance. Oui. Et à ce moment-là, on reparlera de la façon dont Donald Trump a réussi l'exploit de brouiller son propre message avec des menaces de droits de douane sélectifs, menaces sélectives, punitives et arbitraires. 50% sur le pétrole indien. On va en parler dans un instant, évidemment. D'abord, Marianne Babiš, à vous aussi, je vais poser cette question un peu naïve, très simple, mais comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que se préparer, que se dessiner? Encore une fois, rien n'est confirmé ce soir, mais en tout cas, on semble s'y diriger vers, dans un premier temps, une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et dans un deuxième temps, une rencontre entre Trump, Poutine et Volodymyr Zelensky. Oui, on ne peut que saluer ces efforts, en fait, parce que justement, pour nous, pour les Ukrainiens, c'est la voie diplomatique qui serait la meilleure pour régler cette guerre, pour la terminer au plus vite. Mais il y a les annonces et il y a aussi les actes. Donc, tout d'abord, oui, aujourd'hui, on a déjà eu cette information que Trump a bien signé ce document justifiant les 25% supplémentaires des taxes sur l'Inde à cause du fait qu'ils achètent le pétrole russe. Et en plus, on voit quand même les actes qui se passent en Ukraine de la part de la Russie. Même déjà après ces conversations, il y a eu encore des tirs. Pas sur la capitale, parce qu'en général, quand il y a des tirs sur la capitale, tout le monde en parle. Mais il y avait des tirs dans les régions de Zaporizhia la veille. Il y a 2 morts, 12 blessés. C'était un centre de récréation, un centre juste de rétablissement. Donc il y avait des civils qui ont été tués et blessés. Il y avait des tirs dans les régions de Dnipro. Aujourd'hui, il y avait des attaques de drones sur plusieurs personnes à Kherson, dans ma ville natale. Donc on annonce cela tous les jours, malheureusement. Ça continue, la guerre continue. Et même aujourd'hui, ils n'ont pas fait d'effort de ne pas attaquer les villes frontalières. Après, en ce moment présent, il y a aussi l'attaque aérienne, apparemment, parce qu'il y a une alerte, on voit, dans les régions de Soumy, Kharkiv, donc au nord de l'Ukraine. Donc il y a toujours quand même ces menaces. La guerre continue, quelle que soit la guerre continue. Les intentions diplomatiques. Déjà aussi que vendredi, les sanctions secondaires qui ont été promises par Trump si jamais la guerre ne se termine pas et Poutine ne fait pas d'efforts, seront instaurées dès ce vendredi. Donc on ne sait pas encore parce que les actes pour le moment sont un peu contradictoires aux messages qu'on entend. Mais j'espère vraiment, je suis prête si cette guerre se termine à ce moment présent. Allez faire la fête à Kherson ce soir. Voilà. Jean-François Boutor, même question évidemment parce qu'on se demande ce qui est en train de se passer. Si tout cela est du vent, si c'est le résultat d'une volonté politique très forte des Américains, mais que derrière il n'y a rien, ou si on est en train peut-être d'assister au début de la fin de ce qu'est cette guerre. Alors, je ne parierai pas tout de suite pour le début de la fin de la guerre. Je pense qu'on est... Dans cette guerre, il y a toujours une très importante dimension de communication et de mise en scène. Donc la question, c'est pourquoi cette mise en scène, qui peut-être débouchera sur quelque chose, mais
à ce moment-là, si on regarde ce qui s'est passé ces derniers jours, en dehors des déclarations de Trump sur les droits de douane, etc., on était plutôt dans une fuite en avant déclarative sur le nucléaire. Je sors mes sous-marins, j'avance mes bombardiers, etc., etc. Première chose. On avait des déclarations qui faisaient savoir que les généraux russes disaient à Poutine « mais l'affaire est emballée dans 3 mois, maintenant on y est, on touche le bout ». Et donc rien laissait penser que Poutine avait été disposé à arrêter l'avancée qu'il pensait, ou qui était présentée en tout cas, qui était présentée comme inexorable, et ce qui se vendait assez bien ici, il faut bien le dire. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière ? Qu'est-ce qui a pu pousser éventuellement Poutine à accepter au moins la déclaration qu'il y aurait une rencontre, sachant que peut-être elle n'aura pas lieu. Il y a quand même eu des signaux assez importants sur le terrain de l'économie russe, et notamment dans le domaine du secteur énergétique, qui font que l'économie russe réelle, je ne veux pas dire l'économie de guerre, mais l'économie civile, est en difficulté. Vous savez, les bombardements sur les raffineries ont fait monter, pour ne pas dire exploser, le prix de l'essence en Russie. Quand le prix de pétrole baisse. Alors qu'en même temps, exactement, alors qu'en même temps le prix du pétrole baisse parce qu'il y a eu... Alors ça, à mon avis, c'est une chose que j'ai dit moi depuis le début de la guerre, qu'il y avait un homme qui avait en main les clés de la guerre, c'était le prince Salman, parce que dès l'instant que lui et ses proches décidaient, enfin au Proche-Orient, décidaient d'ouvrir un peu les robinets, il ferait tomber le prix du pétrole. C'est ce qui est en train d'arriver. Et à ce moment-là... Donc, Poutine, il est devant une difficulté, et manifestement, là aussi, il y a des rumeurs qui arrivent que les oligarques commencent à trouver que ça coûte très cher. Et donc, peut-être qu'il est obligé de lâcher du lest. Ça ne veut pas dire qu'on a la paix demain, loin de là. Mais pour l'instant, vous savez, Poutine gagne souvent, son art, c'est souvent de gagner du temps. J'aimerais qu'on se concentre sur ce que l'on sait, de manière certaine. Oui. Plusieurs choses. D'abord, Steve Witkoff était à Moscou aujourd'hui. Il a rencontré Vladimir Poutine pendant près de 3 heures. Ça, c'est une certitude. À l'issue de cette rencontre, il y a eu des déclarations concordantes, côté russe et côté américain. Des progrès ont été réalisés. Les deux côtés ont dit la même chose. Puis, c'est aussi un fait, Donald Trump a pris son téléphone et il a appelé Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui réagit ce soir. On va regarder ce qu'il dit, écouter ce qu'il dit, et on réagit juste après. Il semble que la Russie soit désormais plus disposée à conclure un cessez-le-feu. La pression exercée sur eux porte ses fruits, mais le plus important, ce sont les détails. La Russie ne doit tromper ni nous, ni les États-Unis. Voilà, ça, ce sont les faits. Donc tout le monde semble réagir dans ces 3 parties-là comme si quelque chose avait bougé. Personne n'est sûr de ce qui a bougé, pourquoi ça a bougé, mais ça bouge. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite, Madame l'ambassadeur ? Alors, je rappelle qu'il y a eu une seule rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. C'était en présence du président de la République. C'était à l'Élysée en décembre 2019. Et en fait, les choses ne peuvent se passer que dans un cadre identique. C'est pas possible que Zelensky et Poutine se rencontrent en tête-à-tête, parce que ça serait très déséquilibré. Donc, il faut en quelque sorte un médiateur. Maintenant, ce qui s'est passé, on attend de savoir. C'est-à-dire que de toute façon, Poutine était obligé de faire un geste par rapport à Trump, parce qu'il souhaite gagner sa guerre, mais pour autant, il ne peut pas s'aliéner complètement Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a promis ? On parlait hier d'une trêve qui aurait duré 1 semaine, et essentiellement sur l'aérien. On verra, mais si je me réfère à ce format précédent, parce qu'il n'est pas nécessairement conclusif. Il peut aussi lancer un processus qui se poursuivra ensuite. Ça, c'est une question intéressante. Si rencontre il y a la semaine prochaine, parce que c'est ce qui est annoncé, en tout cas on le laisse entendre, semaine prochaine, Trump-Poutine, puis dans la foulée, Trump-Poutine-Zelensky. Si ces réunions ont lieu, est-ce un moyen, une façon pour Trump de dire « mon ultimatum n'a plus lieu d'être ». Encore une fois, je pense qu'il a compris que cette stratégie-là était inopérante.
Donc il fallait passer à un autre format. C'est pour ça que je parlais d'effet de souffle tout à l'heure. Mais vous observerez, on vient d'entendre Volodymyr Zelensky à l'instant, il fait mention d'un cessez-le-feu. Pas d'autre chose. Et pas du tout d'un traité de paix. Donc ça peut être une pause. Et moi, j'en reviens toujours au back to basics, comme on ne dit pas à Moscou, retour aux fondamentaux. Je n'imagine pas que Poutine cède sur aucun des points qu'il a défini comme le ne variétour, on ne bouge pas, de la posture du Kremlin. On les rappelle, les 4 régions plus la Crimée, la démilitarisation de facto. Voilà, interdiction pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, etc. Et démilitarisation de l'Ukraine, vous avez raison. Donc on peut imaginer, et là je suis dans le domaine de l'hypothèse, que malgré ce cap qui est intangible, Poutine a compris qu'il fallait donner un gage de souplesse, même apparente, même théâtralisée, à Donald Trump, parce qu'il a compris que, et c'est peut-être le message que Witkoff était chargé de lui transmettre, qu'il y aurait un coût à l'obstination et au refus de toute souplesse. Mais dans son esprit, cette sorte de concession temporaire, à mon avis, ne bouge en rien les lignes fondamentales, idéologiques, historiques et obsessionnelles qui sont les siennes. Donc ces réunions, si je vous suis Vincent, si elles venaient à avoir lieu, elles ne changeraient rien ? Pour le moment, on n'a pas de détails ce qu'ils peuvent changer, mais j'ai peur aussi que, en fait, Poutine voudrait prendre le temps, comme il réussit en général de le faire. Depuis ce printemps, on attendait, et il y avait aussi déjà des rencontres avec Steve Witkoff et Poutine en avril. On attendait vraiment le cessez-le-feu pour 30 jours, justement pour pouvoir après mener les négociations. Et ce qu'on entend aussi, c'est que les généraux russes ont convaincu apparemment Poutine sur le fait que dans 2-3 mois, il pourrait percer le front ukrainien et aller plus loin. On ne sait pas, peut-être c'est justement ces conversations vont encore prendre des semaines et en 2 mois, ils espèrent vraiment avoir plus de succès sur le front. Quand même, ils ajoutent des brigades en plus, donc ils sont très nombreux. Une dizaine, selon Sersky. Oui, et c'est énorme parce qu'une brigade, ça fait 10 000 personnes. Donc au total, c'est 100 000 personnes en plus. Et en Ukraine, on n'a pas autant de ressources à ce moment. 700 000 soldats russes se battent actuellement sur les 1100 km de front. Voilà, je le rappelle pour nos téléspectateurs. Oui, donc pour le moment, je pense le mieux, c'est de rester quand même assez sceptique. Mais bien sûr, il faut toujours garder l'espoir que ça va donner au final un progrès. Alors, c'est intéressant. L'espoir, c'est important, évidemment. Tout le monde de sensé souhaiterait que cette guerre se termine, évidemment. Qu'est-ce que pourrait obtenir Volodymyr Zelensky ? Je vais vous poser une question un peu différemment. Comment doit-il aborder, et je pose cette question à l'ancien agent du KGB que vous êtes, comment doit-il aborder cette réunion, si cette réunion a lieu ? Déjà par rapport à la réunion, apparemment quand même il y a plusieurs sources qui commencent à s'emballer. Il y a Fox News qui a confirmé, selon Peter Doocy, et il parlerait même de Qatar et de Genève comme les lieux dans lesquels la rencontre pourrait avoir lieu. Donc apparemment là on est sur le point d'attendre l'annonce officielle, surtout que je vous ai dit déjà Caroline Levitt l'a confirmé aussi de son côté. En fait, l'Ukraine se méfie énormément de ces rencontres. Surtout que la première rencontre sera entre Trump et Poutine. Et seulement après, avec Zelensky. Et on a parlé de 3 ou de peut-être Trump avec Zelensky. Et donc, en quelque sorte, l'Ukraine a peur que pendant la rencontre entre Trump et Poutine, il arrive à quelque chose qui ne satisfait absolument pas l'Ukraine, qu'il décide de l'Ukraine sans la présence ukrainienne. Et en fait, c'est ça la grande peur. Et Poutine est très fort dans cet exercice. Ça veut dire que quand il se trouve face à face avec quelqu'un, surtout Trump, c'est quelqu'un qui est facilement manipulable selon la technique du KGB, parce que c'est quelqu'un qui est égocentrique, qui est narcissique, qui aime en fait quand on lui passe la pommade. Et Poutine sait vraiment faire cet exercice-là. Ce qui fait que en fait cette rencontre-là, elle est très très dangereuse, même si on a eu en quelque sorte en fait un espoir, parce que
la préparation de cette rencontre a eu lieu plutôt dans le sens ukrainien. Ça veut dire que Trump a appelé hier Zelensky pour lui raconter ce que les États-Unis attendaient de la rencontre de Witkoff à Moscou. Il a rappelé tout de suite après le départ de Witkoff de Moscou. Une fois lorsque Witkoff a raconté à Trump ce qui s'est passé au Kremlin. Donc en fait on était rassurés et boum, cette nouvelle là de la rencontre avec Poutine, elle arrive comme ça dans la soirée. Et je crois que vous avez vu chez Zelensky, et en plus il était sur le front en fait. Il se déplace depuis 2 jours là où ça fait mal en fait sur le terrain de la guerre. Et il se méfie quand même de ce que ça pourrait se tramer derrière, surtout que c'est la Russie qui a apparemment voulu que Witkoff se déplace à Moscou. Et donc que le Kremlin aurait pu très très bien, comme l'a dit Vincent, manipuler Witkoff, parce qu'en réalité, vous savez, j'ai regardé un petit détail. Avec quelle voiture il partait de l'aéroport ce matin à Moscou? Et c'est toujours la voiture de FSO, ça veut dire la plaque blanche. Vous avez connu, en fait, c'est les plaques diplomatiques sont des plaques rouges à Moscou, et donc vous le voyez, ce n'était pas la voiture de l'ambassade des États-Unis dans laquelle était Witkoff. C'est la voiture de la partie accueillante qui lui était présentée, et c'est un peu léger. Alors, c'est parce que, sans doute, Donald Trump a décidé qu'il ne serait pas accompagné de l'ambassadeur, mais sinon, c'est toujours les voitures du FSO avec un chauffeur du FSO, y compris quand il y a une visite du président de la République, du ministre des Affaires étrangères français. Moi, j'ai vécu ça en permanence. Moi, j'ai vécu à mon époque, quand il y avait des visites comme ça, il y avait la voiture de l'ambassadeur avec le fanion de l'ambassadeur, et c'était toujours la voiture de l'ambassadeur qui prenait le diplomate. Avant d'entendre Vincent Jeu, on va écouter, puisque vous parlez de diplomatie, le conseiller diplomatie de Poutine. Voilà. Ce fut une discussion très utile et constructive. En ce qui concerne les thèmes abordés, il y a tout d'abord eu la crise ukrainienne. Le deuxième thème concernait les perspectives d'un éventuel développement de la coopération stratégique entre les États-Unis et la Russie. De notre côté, notamment sur la question ukrainienne, certains signaux ont été transmis. Des signaux correspondants ont également été reçus de la part du président Trump. Est-ce qu'on peut traduire cela, Vincent, par faites du business, pas la guerre? On voit bien qu'on revient à la monomanie initiale d'un Donald Trump qui voyait le conflit ukrainien comme un écueil sur la voie d'affaires très rétributrice pour les États-Unis. Il voyait dans la Russie un partenaire pour faire du business. Ce que j'observe par rapport à la chorégraphie telle qu'elle se dessine, c'est quand même une certaine forme d'asymétrie. Alors certes, Trump et Zelensky se sont parlé en amont de la visite de Witkoff à Moscou, mais lorsque vous avez ce type de négociation, vous pourriez imaginer Trump avec Poutine, puis Trump avec Zelensky, et ensuite le sommet triangulaire. Là, vous, en quelque sorte, vous afficheriez une volonté d'équidistance, même si elle est imaginaire et fictive. Là, le fait, et je rejoins un peu les interrogations de Sergueï à l'instant, le fait qu'il y ait d'abord un tête-à-tête Trump-Poutine, et ensuite qu'on passe directement au trio, je trouve que formellement, c'est pas idéal. Jean-François Boutor. Moi, ça me fait furieusement penser à la rencontre du bureau ovale, d'une certaine manière. C'est-à-dire d'une rencontre qui va être préparée entre Trump et Poutine, et dans lequel Zelensky arrive comme la proie qui va être croquée. Qui se laissera pas croquer, ça, certainement. Mais ça va être très compliqué quand même. Ça va être très compliqué si les deux se sont accordés sur ce que doivent être les conditions du cessez-le-feu. Puis n'oubliez pas cette petite mention de Ushakov sur les intérêts stratégiques communs aux Américains et aux Russes, j'allais dire aux Soviétiques. Ça rejoint un des thèmes que n'a pas évoqué Vincent tout à l'heure, des exigences de Poutine, c'est que le dossier ukrainien, c'est aussi pour dire qu'il faut reconsidérer les conditions de la sécurité en Europe. Et Trump peut-être veut bien reconsidérer les conditions de la sécurité en Europe sans les Européens. Et vous avez remarqué que les Européens, c'est pas les invités de cette réunion-là.
Alors justement, ça on va en parler dans un instant. Juste une petite question sur la façon dont Zelensky doit aborder cette réunion, selon vous. Il faut qu'il se prépare très bien et déjà, justement, c'est bien que vous avez mentionné cette expérience de leur rencontre au bureau ovale parce qu'il y avait pas mal de remarques que peut-être Zelensky n'était pas à 100% prêt. Il est vraiment très fort dans l'improvisation, on le sait, et il y avait à cette époque justement aussi une barrière linguistique pour Zelensky parce qu'il parlait anglais sans interprète. Ici, d'ailleurs, c'est intéressant, s'il y a un interprète, s'ils vont parler anglais, j'imagine qu'ils vont pas parler en anglais parce que Poutine en général parle via un interprète. Donc ça, en général, ça permet aussi de dirigeants à penser un peu plus, à prendre plus de temps à réfléchir ce qu'ils disent. Qu'est-ce que j'entends ? Je ne pense pas que Zelensky va céder et va consentir à toutes les conditions vraiment trop exigeantes de la part de Vladimir Poutine, qui est quand même l'agresseur. C'est un pays terroriste actuellement pour nous, pour les Ukrainiens. On ne peut pas du tout consentir à ces conditions sur, par exemple, même l'occupation des 4 régions et la Crimée, parce que déjà, les régions ne sont pas entièrement occupées. La ville de Kherson, c'est le centre administratif. 100% environ pour Louhansk, 80%, un peu moins de 80% pour Donetsk, mais en revanche, évidemment, Zaporijia et Kherson. Oui, la région de Zaporijia non plus, elle n'est pas complètement prise. Donc, ce serait juste de donner des territoires en plus. Et même sur les territoires occupés, il y a toujours des Ukrainiens qui restent. Il y a des crimes de guerre qui se passent. Il y a la déportation des enfants régulière. Donc, on ne peut pas laisser ces territoires tout simplement. Et je pense qu'il y aurait peut-être d'autres conditions de résoudre comment on peut reconquérir ces territoires par, j'imagine et j'espère, la voie diplomatique. C'est un casse-tête sans nom. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des populations ? C'est très complexe, oui. Pourquoi Poutine céderait-il aujourd'hui ce qu'il a refusé d'avaliser en mars dernier, lorsque, au fond, Washington était prêt à peu près à tout lâcher, cessez-le-feu total, levée des sanctions américaines, annexion de la Crimée avalisée pour les reconnaissance officielle. Reconnaissance de facto, au moins, du contrôle des 4 oblasts qu'on évoquait tout à l'heure. Alors que, précisément, il a le vent dans le dos militairement. Même si ces généraux lui dépeignent un tableau sans doute trop idyllique de leur point de vue. Mais pourquoi, encore une fois, je reviens aux lignes fondamentales, pourquoi bougerait-il et pourquoi accepterait-il de transiger alors qu'on lui a fait une offre qualifiée de fantastique par certains des kremlinologues les plus aguerris? Mais j'ajouterais une question encore, c'est parce que dont on n'a pas encore évoqué, c'est que Poutine, jusqu'à présent, ne reconnaît pas la légitimité de Zelensky. Et là, en acceptant... Mais remarquez que Moscou n'a pas encore validé l'idée qu'il va rencontrer Zelensky. On n'a pas de parole de Moscou là-dessus. Mais en acceptant... S'il acceptait de rencontrer Zelensky, il lui reconnaîtrait un statut d'interlocuteur d'égal à égal. Alors ça, il s'était exprimé sur ce sujet pendant des mois, effectivement. Vous avez raison, il avait refusé de rencontrer le président ukrainien, puis avait dit, si l'Ukraine souhaite que Zelensky la représente... Ce sera Zelensky. Il a dit ça et son contraire, il a tenu donc, tous les ça, à la limite, là-dessus. ça pourrait peut-être passer. J'aimerais vous faire écouter d'abord Marco Rubio, c'est le secrétaire d'État américain, réaction à la visite de Witkoff, et ensuite on va parler de l'Europe, parce que l'Europe dans tout ça, évidemment, elle a un rôle à jouer, et vous allez voir, c'est assez compliqué. L'ambassadeur Witkoff est en route pour rentrer. Nous venons de lui parler au téléphone il y a quelques minutes. Nous aurons d'autres discussions tout au long de la journée. Et après cela, il y aura bientôt des annonces à faire ici. Elles seront peut-être positives, peut-être pas. Nous verrons bien. Voilà, ça c'est la diplomatie, on ne se mouille pas, on ne prend pas de risque parce que le patron doit prendre la parole. Ce soir on l'attend toujours, Donald Trump, évidemment, dès qu'on a la liaison en direct, oui. Vous avez remarqué que ni le ministre des Affaires étrangères russe, ni le ministre des Affaires étrangères américain n'étaient pas présents dans cette histoire. Ni Rubio, ni Lavrov. C'est Ushakov qui est en fait le vrai ministre des Affaires étrangères de Poutine, parce que c'est son conseiller aux Affaires étrangères, c'est celui qui a l'approche, qui a l'oreille de Poutine. Lavrov, c'est la façade. Mais c'est bizarre aussi. Et peut-être aussi pour nous faciliter la lecture de ce qui s'est passé aujourd'hui. Witkoff arrive, c'est le Dmitriev qui l'accueille. Donc, Dmitriev, vous savez qui c'est ? C'est un homme d'affaires qui est le mari
de la meilleure copine de la fille cadette de Poutine. C'est compliqué, mais il a un fond, en tout cas, il a un énorme fond. C'est un représentant de la famille de Poutine, du clan Poutine. Vous savez, c'est ça le truc. Et si vous ne savez pas ça, vous ne comprenez même pas ce qu'il fait dans cette histoire. Parce qu'il a failli se battre pendant la première rencontre en Turquie, au Proche-Orient, avec Lavrov, justement, parce que Lavrov, c'est un faucon, c'est quelqu'un qui a l'habitude, en fait, d'avoir la ligne dure, et Dmitriev, c'est quelqu'un, en fait, qui traite les affaires avec Witkoff. Et donc, ils le rencontrent, donc déjà, ils ont passé un temps, peut-être même dans la même voiture, au Kremlin. Après, il a baladé pendant 3 heures à Zaradier, dans le jardin, où il n'y a rien, c'est un jardin qui est nul. En fait, il n'y a que les mauvaises pierres. C'est pas vrai, je suis désolée. Ouais, mais enfin, c'est pas graines de Russie, il y a toute la végétation. Non, il est beau ce jardin. Ah bon, on aura un débat sur le jardin un peu plus tard. Je l'ai vu au début, je l'ai vu en partant. C'est un beau jardin, on ne peut pas dire que c'est rien. Moi, j'ai quitté la Russie il y a 25 ans, mais j'ai entendu d'autres personnes qui sont à Moscou qui ont dit que c'était pas forcément le meilleur des jardins de Russie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 heures dans ce jardin en se prenant? Parce que bon, même s'il est beau, à un moment donné, quand on vous montre les marguerites, entre les marguerites, les tulipes, etc., vous en avez quand même marre. Et surtout, c'est Witkoff. Je doute beaucoup qu'il apprécie énormément la botanique. Et donc, vous voyez, donc il y a quelqu'un qui représente la famille intime de Poutine qui passe des heures en préparant ce Witkoff à la rencontre suprême avec Poutine. Je crois que c'est assez intéressant de le savoir pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, je pense qu'effectivement, ce qui intéresse Kirill Dmitriev, c'est uniquement les affaires. Alors moi, je l'ai rencontré plusieurs fois à Moscou. Vous avez l'impression de rencontrer un homme de Wall Street ou de la City au Royaume-Uni. Donc lui, c'est ce qui l'intéresse. Et effectivement, la guerre a un peu cassé ça. Et il aimerait bien le reprendre et continuer à faire des affaires et alimenter son fonds souverain. Regardez son tweet, on va le voir, parce qu'il a communiqué. Tout le monde communique aujourd'hui. Visiblement, il y a une sorte de grand relâchement. On appellera peut-être ça un jour le grand relâchement. Merci à tous pour vos aimables vœux de réussite, pour votre visite de Steve Witkoff à Moscou avec, si c'est pas mignon, une petite colombe pour agrémenter ce message de Kiss Mokhton. Alors, ce que l'on sait aussi, quand même, c'est important de le rappeler, c'est que après cette réunion entre Witkoff et Poutine, Donald Trump et Volodymyr se sont parlé dans la foulée, mais qu'il y avait autour de l'écouteur, si j'ose dire, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, regardez, tous ces hommes, le chancelier allemand, Friedrich Merz, le président finlandais, Alexander Stubb, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, tous ont participé, ou en tout cas été connectés, à cette conversation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Pas d'Emmanuel Macron. Alors, on va en parler dans un instant. Attendez. Juste avant, j'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que ça représente, ce coup de fil, avec cette présence européenne? Ce n'est pas, évidemment, anodin. Non, parce que jusque-là, Donald Trump les a complètement écartés, considérant qu'ils n'ont aucun rôle. Là, au moins, il les prend à témoin, et probablement, parce que le jour où il y aura un accord de paix, de toute façon, ces Européens-là auront un rôle à jouer. Oui, c'est l'OTAN qu'on voit derrière, parce que Keir Starmer, c'est un membre éminent de l'OTAN. Merz, c'est celui qui est en train de dépenser le plus d'argent pour acheter des armes américaines. Stubb, le finlandais. Oui, finlandais. Oui. Donc c'est le dernier, si j'ose dire, c'est le dernier arrivé, mais c'est des troupes importantes. Et Mark Rutte, c'est le secrétaire général de l'OTAN. C'est son fils. Non, c'était une plaisanterie parce qu'il l'appelait Daddy. Donc oui, et son fils. Pardon. Pardonnez-moi, c'est une mauvaise plaisanterie. Stubb est un de ceux qui connaît le mieux la Russie aussi, comme beaucoup de Finlandais. Non, la composition des gens qui étaient présents côté européen, ça, en revanche, ça me rassure. Parce que Stubb, c'est quelqu'un qui est profondément pro-ukrainien et profondément anti-russe. Enfin, on ne peut pas dire peut-être anti-russe parce que c'est quand même le pays qui est à côté, mais c'est un pays qui est menacé par la Russie, où nous avons actuellement la notion
nouvelle circonscription militaire de Saint-Pétersbourg qui a été formée, où on construit les nouvelles casernes pour attaquer la Finlande. Donc c'est quelqu'un qui se méfie énormément de Poutine et l'a prouvé d'ailleurs par sa volonté en fait d'intervenir en faveur des Ukrainiens. Donc côté cette composition européenne me rassure. Marianne Babiš, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette représentation européenne? Probablement, peut-être c'était même la demande de Volodymyr Zelensky, parce qu'ils insistent toujours sur la présence européenne pour les négociations concernant vraiment la question de résolution de cette guerre. Donc cela me rassure, bien sûr, c'est cette présence. On voit bien cette amitié britannique-allemande, on voit le représentant de l'OTAN, on voit bien sûr les représentants des pays scandinaves. Donc ce sont vraiment des pays qui sont nos partenaires clés, et on voit que bien sûr la conversation a été quand même sous le leadership de Donald Trump, et quand même cela rassure sur le fait qu'ils sont ensemble. C'est tout l'Occident qui est uni, et l'Europe et les États-Unis. Vincent, sur la composition de ce call, comme on dit familièrement. Alors, on peut supposer que les 4 personnages dont on voit les effigies sur l'écran ont été les témoins muets. Je ne pense pas qu'il y ait eu un débat entre eux. Ils ont assisté à l'échange entre Trump et Zelensky. Mais au rayon des absents, et sans anticiper sur le chef de l'État français, après tout, il n'y a pas de Polonais non plus. Il n'y a ni le nouveau président qui a été investi il y a quelques heures, Karol Nawrocki, ni le Premier ministre Donald Tusk. Or, les Polonais ont quelque chose à dire aussi là-dessus. On peut aussi remarquer l'absence de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. L'Italie est quand même très engagée aussi. Pro-Trump, en tout cas proche de Trump. Qu'il n'y ait pas de Balte, ça ne me surprend pas vraiment, mais après tout, pourquoi pas ? On aurait pu avoir aussi un bal. Donc c'est vrai que le casting de cette opération soulève plus de questions à mon sens qu'il n'apporte de réponses. Emmanuel Macron, donc voilà. Vous l'avez noté, évidemment, n'est pas présent sur la photo. Il n'aurait pas participé, en tout cas selon les informations qui sont diffusées à cet appel entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Il faut le lire comment, Madame l'ambassadeur ? J'avoue que je l'ignore. Je ne sais pas si c'est une décision de Trump, parce qu'en même temps, Volodymyr Zelensky est très proche d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a eu une indisponibilité totale ? Franchement, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, je n'en sais rien, c'est surprenant. On a un élément de réponse, on a évidemment appelé l'Élysée, vous vous en doutez bien, c'est le service politique de TF1 LCI qui a passé un coup de fil aux proches d'Emmanuel Macron, qui lui ont répondu, alors je schématise évidemment, mais que les relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron étaient, très bonnes, 2, quasi quotidiennes, et que donc il n'avait pas besoin de participer à cet appel-là. Voilà ce qui a été dit. Moi, je ne me fais que le messager. L'absence de la France. Permettez-moi de sourire quand même un tout petit peu par rapport à cette réponse. Parce que la France, je vous rappelle quand même que c'est une puissance nucléaire, c'est le membre du Conseil de sécurité. Emmanuel Macron qui était dans le lead, en fait, même par rapport à CSCP. C'est lui qui a proposé de créer la coalition des volontaires, enfin, des willing. Et là, il est absent. Très actif, effectivement. C'est bizarre. Vincent, sur cette absence, qu'est-ce qu'on peut en déduire, en conclure, ou est-ce qu'on ne peut rien en conclure du tout, parce que des fois, c'est juste aussi des hasards du calendrier. Il y a pu avoir un millier d'explications sur les raisons de cette absence. N'étant pas dans le secret des dieux, et pas même des demi-dieux d'ici-bas, je n'ai aucune hypothèse. Je n'exclus pas en revanche qu'il y ait un acte 2 avec un échange téléphonique entre Donald Trump et Emmanuel Macron ultérieurement, sachant que Macron et Zelensky se sont parlé très récemment en ce qui les concerne au téléphone. Alors Bloomberg disait un peu plus tôt aujourd'hui, l'agence de presse Bloomberg, que le gouvernement russe envisageait une trêve avec l'Ukraine, une mesure pour éviter les droits de douane et les sanctions secondaires des États-Unis. Est-ce que la clé de tout cela, c'est peut-être cela. On a beaucoup parlé de ça depuis une semaine. Est-ce que ces droits de douane peuvent avoir un impact sur l'économie russe ? Est-ce qu'ils sont assez contraignants, assez forts pour mettre cette économie à genoux ? Donald Trump a dit qu'avec une baisse du prix du baril de l'ordre de 10% aujourd'hui, la Russie aurait énormément de mal à se financer. Le baril de pétrole, $60 environ, ça voudrait dire qu'un baril à 50, ça devient problématique pour les Russes. L'OPEP+, qui regroupe tous les pays de l'OPEP, l'organisation pétrolière,
plus la Russie notamment, a augmenté sa production de pétrole, ce qui veut dire que les prix baissent. Au grand dépit de Moscou d'ailleurs. Moscou n'était pas d'accord, mais l'Arabie Saoudite n'a pas flanché cette fois. Donc est-ce qu'il y a peut-être dans ces annonces faites, encore une fois, si vous nous rejoignez, réunion possible la semaine prochaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine, puis dans la foulée une deuxième réunion entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Ce serait évidemment d'abord la première fois que Donald Trump et que Vladimir Poutine se voient de visu depuis le retour de l'Américain à la Maison-Blanche, et ce serait la première réunion entre les trois, la première entre Poutine et Zelensky depuis 2019, je crois, à l'Élysée, en présence de la chancelière allemande aussi. Voilà, si je ne me trompe pas. Est-ce que les sanctions peuvent avoir été le déclencheur de tout cela? Sergueï. Vous savez, pour le moment, on ne peut absolument rien dire parce que c'est nos attentes, en fait, parce que nous n'avons pas d'informations. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre, mais il y a une dépêche que j'ai vue par un coin d'œil, parce qu'on est obligé, en fait, entre nos interventions sur la télé, d'être sur nos téléphones et de regarder ce qui est publié quasiment en permanence par toutes les agences. Et donc j'ai vu une dépêche selon laquelle l'idée primaire de Trump ce vendredi 8 quand même d'annoncer les sanctions secondaires n'est pas abandonnée. Nous savons qu'il a signé aujourd'hui l'occasion exécutif pour augmenter de 25% les sanctions contre l'Inde. D'ailleurs, qui a provoqué, bien évidemment, aussi le krach, enfin, pas le krach, mais bon, la baisse de la bourse indienne. D'ailleurs, la bourse russe a baissé aussi. D'abord, elle a fait un bond dans la matinée, et puis après, à la fin, à la clôture en fait de la bourse aujourd'hui, la bourse russe a baissé. Le prix de pétrole a baissé. Donc en fait, c'est pour le moment, on sait absolument rien dire parce que encore une fois, on attendait l'intervention du président Trump. Là, ça fait 20 minutes qui devait être. Confirmer, j'ai devant moi un écran qui me montre le signal, donc qui devrait retransmettre cette conférence de presse, et il y a marqué Washington, US President Trump makes an announcement, 20h30 GMT, donc c'était il y a 22 minutes. C'est ça. Il est 20h52 GMT en ce moment même, donc on attend toujours que les Américains, en l'occurrence la Maison-Blanche, se connectent à ce signal pour avoir le retour et pouvoir écouter le président des États-Unis s'il décidait de parler. Pardon. La question des revenus pétroliers est très importante. Là, moi, j'ai quelques chiffres qui sont récents, là. Le gouvernement russe a perdu 28% de ses revenus des taxes. Un tiers. Un tiers de ses revenus de taxes. Sur les 7 premiers mois de 2025, les revenus totaux du pétrole et du gaz ont diminué de 19%. Les recettes de l'extraction minière sont en chute de 38%. Les revenus liés au gaz ont diminué de plus de moitié. Donc là, c'est pas que les sanctions d'ailleurs, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'il y a un problème énergétique, et il faut ajouter à ça les frappes dans la profondeur sur les infrastructures énergétiques qui pèsent très lourd, beaucoup plus lourd que ce qu'on avait imaginé. Mais d'ailleurs, à tel point que les Ukrainiens eux-mêmes répètent depuis quelques semaines maintenant que pour faire plier Poutine, si c'est envisageable, il ne faut pas le taper à la caisse, il faut le taper au baril. Il n'y a que le pétrole. Parce que les droits de douane eux-mêmes, très franchement, le niveau du commerce américano-russe n'est pas tel que. La tonalité de la presse russe depuis plusieurs jours, c'est évidemment très classique, même pas mal. Et puis c'est très contingent pour un Poutine par rapport à ses objectifs. Et puis j'ajoute que Trump lui-même, volens-nolens, a affaibli la portée de ces menaces, et il a brouillé son message. Quand vous parlez des sanctions secondaires, que vous frappez l'Inde, vous expliquez, on verra après. Et puis en fait, non, vous signez le décret le jour même sur l'Inde. Mais on oublie la Chine, une grande consommatrice de pétrole russe. Donc comment voulez-vous que la menace morde vraiment, alors que vous voyez que c'est arbitraire, que c'est sélectif, et que c'est punitif. Puis on mélange tout. En même temps, on tape le Brésil parce que c'est l'amicale des putschistes ratés. Bolsonaro est maintenant poursuivi par la justice de son pays, etc. Je veux dire, donc comment voulez-vous que ça trouble les nuits d'un Poutine? C'est pas l'enjeu. Le pétrole, oui. Près de 14% du pétrole russe va en Chine,
36% du pétrole russe va en Inde. Donc c'est un vrai impact. Pour l'Inde, c'est 1,8 million de barils de pétrole russe en 2024. Donc ça a quand même un effet. Pour les sanctions, je lis la dépêche. Rubio dit que Trump prendra la décision d'ici 24 ou 36 heures. S'il va intervenir, s'il va imposer les nouvelles sanctions, ça veut dire que la date de 8 août reste toujours valable. Donc ça veut dire pour le moment, rien n'est abandonné, a priori, même si cette rencontre est annoncée. Donc on est dans l'attente, on est dans l'expectative. Et on attend toujours évidemment que le président américain prenne la parole. Alors, petite précision quand même, c'est important de vous le dire, il doit s'exprimer sur un plan de relance industrielle, Donald Trump, ce soir, mais devant des journalistes. Et donc, comme c'est le cas généralement à la Maison-Blanche, il est probable que certains journalistes lui posent des questions sur ce qui fuite dans la presse américaine depuis quelques heures, à savoir cette rencontre possible avec Poutine la semaine prochaine et une rencontre dans la foulée avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. J'ajouterai un autre élément dont il faut parler, ça a été les fortes perturbations créées par les frappes ukrainiennes sur le trafic aérien. Il y a un vrai mécontentement en Russie, parce que quand on bloque Vnukovo, quand on bloque les grands aéroports autour de Moscou, c'est toute la Russie qui est en réalité perturbée derrière. Il y avait une dépêche avant-hier qui disait que la Russie envisageait de louer des avions et des équipages à l'Éthiopie pour... Ça a été refusé. L'Éthiopie a refusé. Non, mais ça veut dire qu'il y a un problème aussi de ce côté-là. Absolument. Et c'est un problème qui touche la population et qui touche aussi l'économie. Parce que si les avions ne tournent pas régulièrement, l'économie russe est en difficulté. Vous savez pourquoi ? En fait, la Russie, c'est un pays de 17,5 millions de kilomètres carrés où tout se décide à Moscou. En fait, les gouverneurs ont été dépouillés de leur pouvoir. En fait, ils décident plus de rien. Ça veut dire que, en fait, Moscou prend tout ce qui est gagné dans la région et après décide d'une manière unanime ce qu'il va redonner ou redistribuer sur les territoires. Ce qui fait que tous les fonctionnaires territoriaux sont obligés de prendre chaque semaine l'avion lundi pour aller à Moscou et pour revenir vendredi en disant j'ai réussi à grappiller ça et ça dans un ministère, dans tel ou tel ministère ou au gouvernement ou au Kremlin, etc. Ce qui fait que vous bloquez ces avions-là lundi, vous bloquez les aéroports de Moscou, il y a toute l'économie et tous les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires, y compris les hauts fonctionnaires territoriaux, sont bloqués, rien ne se décide. Ce qui explique peut-être la demande ou le ballon d'essai sur la trêve sur l'aérien. Sur le aérien. Et d'ailleurs, disons, la non-volonté de l'Ukraine de le faire, parce qu'en fait, l'Ukraine serait pénalisée par rapport à ça.